J'appelle tout de suite, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Christophe Goupil. Merci Christophe. Professeur à l'Université de Paris, Paris Diderot. Merci Christophe. La petite zapette est par ici. Merci beaucoup. Et tu nous proposes métabolisme urbain et si la ville était un animal. Voilà. C'est sûr ? Allons-y. Ok, merci beaucoup. Bien, je voudrais remercier la ville de Paris pour cet accueil, remercier Biomime Expo et remercier particulièrement Alain et Kalina. Si la ville était un animal, en fait, le propos ici, je reprendrai une citation qu'on attribue à Albert Einstein, qui invite à penser à côté. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la bio-inspiration, c'est justement un outil qui permet d'aider à penser à côté. Parce qu'à penser à côté, c'est bien, mais encore faut-il qu'à côté, il y ait quelque chose. Donc c'est un petit peu le propos de mon exposé. Si vous voulez bien lancer les transparents. Merci, c'est bon. Ça doit être bon. Oui, voilà. Donc si la ville était un animal. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que ce dont je vais parler, en fait, est déjà connu et déjà représenté. Donc ici, vous avez ça sur le site Métabolisme Paris, où vous pouvez trouver en ligne les flux qui rentrent en termes de matière, en termes d'énergie, en termes de fluide, en l'occurrence d'eau. Et donc cette approche métabolique de se dire finalement, un métabolisme, ça va être décrit par une enveloppe avec ce qui est dedans et ce qui est dehors, et on va compter les flux. Là-dessus, je dis rien de particulièrement nouveau. Alors, si on regarde les choses un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature? Vous avez devant vous une gravure du canard, de ce qu'on appelle le canard de Vaucanson. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle. Il ne s'agit pas de bio-inspiration, il s'agit plutôt de se poser la question de l'animal-machine, ce qui est un autre propos. Pour autant, ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que les problématiques sont posées, à savoir qu'est-ce que fait le vivant en termes de thermodynamique, puisque j'ai cité le gros mot. Eh bien, il y a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème qui est celui d'accéder à la ressource, la prédation de la ressource. Il y a une deuxième question qui est de savoir convertir la ressource. Et il y a une troisième question qui n'est pas forcément gérée ici, qui est de savoir rejeter les déchets. Une fois qu'on a ces trois choses qui sont posées, on fait complètement de la thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique, je ne peux pas dépenser plus d'énergie que ce que j'ai. L'accès à la ressource. Deuxième principe que je ne citerai pas en termes d'entropie parce que sinon on n'en finira pas, c'est comment est-ce que je convertis, quel usage je fais de la ressource. Et l'intérêt de la bio-inspiration ici, qui est plutôt une bio-inspiration des usages de l'énergie, c'est de se poser la question en observant comment Dame Nature, qui subit elle aussi les lois de la thermodynamique, quelle solution elle a trouvée dans le vivant pour souscrire à ce premier et second principe de la thermodynamique. Donc ça, c'est le propos des travaux qu'on réalise. Alors, je voudrais être un peu provocateur. Gilles Boeuf est au premier rang, donc je tremble. Je suis un physicien et pas du tout un homme des sciences de la nature et encore mieux un biologiste. La nature, je pose la question à un modèle de vertu énergétique. Alors là, je suis très provocateur, mais je vais reciter Gilles Boeuf qui ce matin a dit « La nature ne maximise pas, elle optimise ». Oui, elle optimise sous contrainte. Le premier animal que vous avez là, vous le reconnaissez, c'est un paresseux. Un paresseux, ça mange des feuilles d'eucalyptus. C'est très peu nourrissant. Si vous voulez tester la vie du paresseux, mangez ce qu'il y a à l'intérieur des sachets de thé pendant 3 semaines et revenez nous voir. Vous allez voir que le paresseux, en fait, est dans une contrainte énergétique qui est énorme. Si vous regardez le mouvement du paresseux, vous allez voir que c'est toujours à vitesse constante. Même un paresseux stressé, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, un paresseux cherche à traverser une route et les camions passent et il ne peut pas bondir. Un paresseux, ça ne peut pas bondir. De ce point de vue-là, c'est un animal qui va effectivement optimiser son rendement. Pourquoi ? Parce que la contrainte lui impose. Il n'a simplement pas le choix. Alors je vais prendre le contraire. Vous prenez ici une magnifique baleine. Si vous dites à un ingénieur, faites-moi un animal qui sera appelé à vivre dans des eaux à quelques degrés, il ne vous fera pas un animal homéotherme. C'est une aberration d'essayer de garder une température constante dans une eau à 4 degrés. Ça consomme une quantité d'énergie colossale, même avec 40 cm de graisse. Pourtant, la nature l'a fait. Elle n'a pas fait la solution la plus vertueuse. Elle a fait une solution qui marche. Et chose très importante ici, elle a souscrit à une contrainte sur laquelle je veux revenir et qui est très importante pour la ville, qui est la contrainte historique. Enlever les membres postérieurs sur le mammifère baleine, ce n'était pas très difficile. Et ça s'est produit.
Changer la chaudière, pour parler crûment, de la baleine, c'est-à-dire changer complètement le métabolisme, ça, c'était une barrière infranchissable, ça n'a pas été franchi. Pour autant, la baleine peut continuer à vivre parce qu'il y a les nutriments qu'il faut. La chauve-souris, c'est pareil. La chauve-souris, c'est un petit mammifère comme les autres il y a 65 millions d'années, et en 1 million d'années, ça devient le seul mammifère qui vole. Les plus grosses chauves-souris, elles ont un corps de la taille d'un chat. Là encore, l'ingénieur vous dira, faire voler un chat, c'est pas une très bonne idée énergétiquement. Mais ça marche. Dame Nature sait le faire. Et si vous avez la ressource alimentaire, et en l'occurrence la chauve-souris, elle est le seul mammifère à avoir un garde-manger à 3 dimensions, elle a la ressource alimentaire, et donc ça peut durer. Donc il faut faire attention, les solutions de la nature ne sont pas forcément celles sur lesquelles on doit se ruer immédiatement. Alors, je voudrais faire une petite litanie des contraintes. Première contrainte physique, ça c'est très bien vu chez un monsieur, chez Darcy Thompson, toutes les formes ne sont pas possibles. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la ville, aujourd'hui, avec l'accès facile à l'énergie et l'accès facile avec ce qui s'appelle le béton, on fait toutes les formes qu'on veut. C'est très bien. Mais toutes les formes qu'on veut ne sont pas forcément des formes souhaitables. La nature, elle, souscrit à des contraintes de forme qui sont très marquées. La contrainte historique, je viens d'en parler. Quelque chose qui est bloquant, eh bien, il faut faire avec. Le renouvellement du parc immobilier en France, en gros, c'est 1% par an. C'est très lent. Il faut faire avec. La contrainte de temporalité. Les innovations ne sont pas linéaires. Ça, c'est les équilibres ponctués de Stephen Jay Gould. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va améliorer régulièrement. Il y a des moments où il y a des stases et il y a des moments où il y aura des sauts. Dernière contrainte que je vais citer ici, la contrainte des conditions limites. C'est celle sur laquelle dont je vais parler le plus maintenant. C'est-à-dire que c'est très bien de décrire un organisme. Mais le décrire tout seul, sans décrire ce qu'il y a autour, ça n'a finalement assez peu de sens. Alors, voilà, je décris ici très schématiquement, on ne va pas le détailler, vous avez en haut une cellule, c'est magnifique, ça ressemble à une petite ville, et puis vous avez à côté la description de ce qui est la paroi, où vous allez filtrer les échanges. En dessous, j'ai représenté des choses qui sont un petit peu aujourd'hui datées, qui sont plutôt de l'ordre du greenwashing. C'est très bien de faire des villes vertes, ok, mais est-ce que c'est tout à fait sérieux et raisonnable ? Si on ne pense pas aux conséquences sur l'extérieur de la ville, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est justement mon propos. Alors, les physiciennes et les physiciens sont des réductionnistes, ça ne vous aura pas échappé. Donc, pour moi, la ville, c'est ça. C'est une enveloppe avec dedans, ça sépare dedans de dehors et rentre de l'énergie et de la matière. Alors, sur la ville, sur la zone urbaine, il y a une chose particulière, une citation de mon collègue Petros Chatzimpíros, qui travaille sur les questions d'énergie et d'agriculture. Si vous prenez le bas de la pyramide de Maslow, boire, manger, dormir, une ville, c'est quoi ? C'est le surplus des campagnes. Si vous ne produisez pas suffisamment de nourriture dans les campagnes pour pouvoir abonder les villes, il n'y aura pas de ville. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un point qui est particulièrement important. Alors, je voudrais maintenant m'intéresser aux questions de l'énergie et de la matière. On va regarder sur la question de transporter l'énergie. Transporter l'énergie, là, on est au XVIIIe siècle, quai de Tournelle. Alors la gravure n'est pas de très bonne qualité, je m'en excuse, mais vous voyez que c'est tout à fait sympathique. On a les quais à bois, et puis le bois arrive ici, quai de Tournelle, sur une autre partie de la Seine, et c'est distribué dans la ville. Si vous faites un raisonnement intramuros, a priori, vous avez une solution qui est tout à fait sympathique. Mais regardez maintenant l'impact, en fait, de cette solution. L'approvisionnement en bois de la ville de Paris, à peu près au milieu et la fin du XIXe siècle, en fait, c'est ça. Là, on est avec 2 cartes postales qui représentent Lyon au niveau de Clamecy. On est à 180 km de Paris. À Clamecy, on est quand même au bout du Morvan et vous avez tout le feuillu du bassin hydrologique. Et donc, vous avez tous les bois du Morvan qui arrivent à Clamecy. OK ? À ce niveau-là, vous voyez que Lyon est totalement recouverte de bois. Ça veut dire que depuis 180 km de Paris jusque Paris, Lyon est totalement couverte de bois. Donc, vous pouvez imaginer la conséquence écologique sur ça. Ça existe entre le XVIe et la fin du XIXe siècle. Et ça, c'est ce qui permet à Paris de vivre. 180 km. OK ? Alors, pour vous donner une idée, les tonnages de bois, c'était de l'ordre du 1 million de tonnes par an. Alors, je prends un autre exemple maintenant qui est transporter la matière. Alors, excusez-moi, la matière chez le physicien, ça peut être transporter aussi les humains, c'est aussi de la matière. Donc, je prends l'exemple automobile. Vous avez la version ici qui est tout à fait sympathique, avec finalement une densité d'automobile assez raisonnable. La réalité, c'est quoi ? Bien, la réalité, c'est qu'en fait, d'hippomobile. La réalité, c'est qu'en fait, vous avez une saturation. Paris en 1900, c'est 80 000 chevaux. Alors, puisqu'on est à l'hôtel de ville, on peut le dire, Paris en 1913, et je vais revenir dessus, c'est plus un seul cheval. En 13 ans,
on enlève tous les chevaux de Paris. Est-ce qu'en quelques années, on va sortir les voitures de Paris pour que d'ici, dans les années 2020, on passe à autre chose? Ce n'est pas forcément impossible. Nos anciens l'ont fait au début du siècle. OK, dans un autre sens. Alors, évidemment, le problème, c'était la saturation en crottin. Certaines rues étaient recouvertes de 10 cm de crottin. Donc, cette solution n'était pas très très bonne. Heureusement, la voiture automobile arrive. On est très content. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a vécu l'extinction d'une espèce, en l'occurrence la voiture hippomobile. L'espèce voiture hippomobile a disparu. Et il y a même, en fait, un convoi mortuaire, le 11 janvier 1913, où on a fait circuler la dernière voiture hippomobile de Paris. Et donc, le dernier individu de l'espèce hippomobile a disparu ce jour-là, le 11 janvier 1913. Et on est passé, évidemment, à majoritairement des voitures automobiles, avec donc une nouvelle espèce qui n'est plus hippomobile, mais automobile. Et très rapidement, on obtient ceci, c'est-à-dire une saturation de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Eh bien, ce qu'on peut tirer comme leçon de ça, c'est que finalement, quelle que soit la solution qu'on choisit, tôt ou tard, cette solution, on va l'amener à saturation. Pourquoi est-ce qu'on l'amène à saturation? Parce qu'on est dans une situation très particulière où aujourd'hui, on a un accès à l'énergie qui est très peu cher. Alors, ça peut vous faire hurler, mais ça reste vrai. Très peu cher par rapport à ce qu'on fait avec. Et un accès à l'énergie qui est une ressource de stock. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de la question du débit. On peut consommer autant d'énergie qu'on veut. À partir du moment où on reste dans cette situation, vous aurez systématiquement une divergence. C'est quelque chose qui est connu depuis le 19e siècle avec la machine à vapeur. Stanley Jevons s'est rendu compte de ça. Les machines à vapeur devenaient de plus en plus efficaces et pourtant la consommation de charbon divergeait tout autant. OK ? Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est la question du point de fonctionnement. Je vais finir là-dessus. En tant que métabolisme, moi, vous, on peut être au repos, on peut être dans une activité normale ou bien dans une activité en train de courir en pointe. On peut se poser la question pour une ville en tant que métabolisme, est-ce que la ville doit fonctionner à un point qui serait un point de rendement maximum, comme le paresseux, un point excessivement dispendieux comme la baleine, ou bien un autre point? Alors là, on a fait des travaux au laboratoire qui sont ici faits sur un cheval, et vous avez des courbes, il me reste un tout petit peu de temps, ouais. Vous avez des courbes qui vous représentent en fait en rouge quand le cheval est au pas, en bleu quand il est au trot, et en vert quand il est au galop. Les courbes du haut, c'est les consommations d'oxygène, c'est-à-dire en fait quelque chose qui mesure la quantité de déchets. Ce n'est pas la quantité d'énergie consommée, c'est la quantité de déchets énergétiques. Donc, si vous voulez, pour faire rapidement, l'acide lactique et les autres dérivés. Donc, c'est la production de déchets. La courbe qui est en dessous, c'est en fait la même, mais on a divisé par la vitesse. Donc, la courbe qui est en dessous, c'est une courbe qui vous mesure la quantité de déchets énergétiques pour parcourir 1 mètre. Alors, si vous prenez un cheval qui est à l'arrêt, pour parcourir 1 mètre, ben, ça va diverger parce qu'en fait, vous aurez sa consommation énergétique de base et vous n'atteindrez jamais la cible. Donc, vous voyez que ça diverge. Après, il existe une allure pour laquelle ça passe par un minimum. Et si vous allez plus vite, ça marche moins bien. Vous pouvez faire l'expérience, vous marchez à votre pas naturel. Et la bonne question, qui est une question de bio-inspiration, pourquoi est-ce que j'ai un pas, une allure naturelle? C'est quoi? Quel est mon point de fonctionnement quand je marche à cette allure-là? Évidemment, ce n'est pas la puissance maximum. Est-ce que c'est le meilleur rendement? Non. La réponse dans les travaux qu'on a fait, c'est ce point qui est le point en bas, à chaque fois, quand on laisse l'animal dans le champ, qu'il marche au pas, qu'il marche au trot ou qu'il marche au galop, il choisit, vous voyez les petits histogrammes, il choisit ce point de minimum. Ce point de minimum, c'est le point de minimum de production de déchets. Donc là, on a une leçon de Dame Nature en termes d'énergie. La question, ce n'est pas de vouloir faire les systèmes qui aient les meilleurs rendements. Si vous avez fait un peu de thermo, un système qui a le rendement optimum, sa puissance, elle est nulle. Donc vous ne faites rien avec. La question, c'est évidemment pas la puissance maximale. La question, c'est d'aller chercher le point de production de déchets minimum. Et ça, c'est une grande leçon qu'on tire ici de cette observation sur le cheval. Voilà. Donc je voudrais terminer juste en disant ne pas confondre vertueux et efficace. La nature ne maximise pas, elle optimise, comme disait Gilles. Minimiser les déchets, mais minimiser les déchets sans perdre les usages accessibles. Parce que si vous raisonnez sur une décroissance trop poussée, il y a un moment, vous allez baisser tellement de points de fonctionnement qu'il y a des choses que vous ne ferez plus. Et dans une ville, il faut accepter de maintenir certaines infrastructures et certaines choses qui vont dissiper même au repos, comme un être vivant. Et si vous ne voulez pas, d'accord, ça consommera moins, mais à ce moment-là, vous vous mettez en vulnérabilité. Optimiser sous contrainte, donc ça c'est la grande leçon, gérer l'allocation des pertes et des nuisances,
et accepter le compromis adaptable-adapté. Ça, c'est très important. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les bâtiments basse consommation, RT 2012 pour ceux qui connaissent, ou les bâtiments HQE, c'est très bien. C'est des bâtiments qui sont de l'horlogerie. Donc si vous respectez scrupuleusement le manuel, ça marche. Mais dans les bâtiments, il y a des êtres vivants qui ont une plage d'usage, qui vont ouvrir les fenêtres ou autres. Et on voit à ce moment-là que le retour d'expérience est absolument catastrophique. Ce n'est pas la peine d'imaginer une solution qui est une solution excessivement performante au niveau des ingénieurs si cette solution a une plage d'usage qui est ridiculement petite. Une maison, c'est fait pour avoir une place d'usage relativement large. Donc il faut penser l'objet, non pas comme étant adapté, mais plutôt comme étant adaptable. Dans le cadre de la transition écologique dans laquelle on est et dans laquelle on va être de plus en plus, la grande question, c'est est-ce que les choix qu'on doit faire, c'est les systèmes les plus adaptés ou les plus adaptables? Le plus adaptable, c'est le plus résilient. Et abandonner l'idée de la solution unique, ça c'est connu, on rêve toujours d'avoir la solution qui fait tout. Non, je vous donne un petit dernier exemple et je conclus. Okay, Dernier exemple et je conclus. Il y a des voitures, dont Marathon Shell, qui consomment 2 litres pour faire 1000 km. Ok, vous vous dites je la veux. Cette voiture, elle roule à 30 km/h sur terrain plat, sans vent, et elle ne sait rien faire d'autre. Elle est excessivement adaptée. Elle est strictement pas adaptable. Votre voiture de tous les jours, elle a 25% de rendement, comme vous, mammifères. Voilà, je vais terminer là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe Goupil. Donc la bonne énergie, c'est celle qui produit le moins de déchets. C'est la leçon. Je vous invite à relire un discours incroyable de 1970 qui disait, je vous donne l'auteur après, « Il n'est pas loin le temps où la marche à pied sera le mode de transport le plus efficace pour se déplacer dans nos grandes villes. » Discours de Chicago, 1970, Georges Pompidou. Relisez ce discours, il est incroyablement vertigineux de prospective. Il nous parle de notre habitat. On est juste après que les Américains aient marché sur la Lune. Pour la première fois, on a une photo de la Terre. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire en 69-70, pour la première fois, on se voit. Et il parle aussi de ça. Georges Pompidou, discours de Chicago, relisez ça, c'est vertigineux. Il explique que c'est incroyable de voir à quel point les conditions de la croissance et du développement mettent en péril les conditions même de la croissance en mettant en péril les conditions de vie de la nature elle-même. Il n'y a que des fulgurances comme ça. C'est prodigieux. Merci Christophe Goupil. Bravo. Merci beaucoup.